Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur le thème des perturbateurs endocriniens. Donc pour ce faire, je suis ravie d'accueillir Hélénie Gravière, qui est chimiste et co-directrice de l'Agence Environnement et Santé et qui est là pour justement vous présenter ce webinaire. Donc le sommaire, vous allez la voir qui s'affiche sur votre écran. Donc on va d'abord vous donner quelques définitions. Ensuite, on vous dira où vous pouvez retrouver les perturbateurs endocriniens. Et enfin, on vous donnera quelques conseils et recommandations par rapport à cette thématique. Cette présentation va durer à peu près 30 minutes. Pendant ce temps, vos micros seront coupés, mais vous pouvez interagir avec nous et poser toutes les questions que vous souhaitez par l'onglet Discussion qui se matérialise par une bulle de conversation en bas de votre écran. Donc, nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez à la suite de la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à Eleni et je vous dis à tout à l'heure. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Et alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par vous donner une définition de la santé environnementale, puisque c'est par cette vaste thématique qu'on aborde la question plus précisément des perturbateurs endocriniens. Donc, la santé environnementale, on a une définition qui nous est donnée par l'OMS, qui ne date pas d'hier, depuis 1994, on en parle. Elle s'affiche à votre écran, mais je vais quand même vous la lire. Donc, la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Et donc, on est de plus en plus confronté à ces questions de santé environnementale. On va en parler un petit peu aujourd'hui, par le biais justement de la pollution chimique qui concerne aussi les fameux perturbateurs endocriniens. Donc, qu'est-ce qu'un perturbateur endocrinien? C'est une substance ou un mélange exogène altérant les fonctions du système endocrinien et induisant donc des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact, de ses descendants ou sous-populations. Donc, on est sur des substances qui ont un fonctionnement assez particulier et on va rentrer dans le détail de leur fonctionnement justement. Donc, le système endocrinien, vous le savez, hein, il joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de notre organisme, puisqu'il va réguler le comportement, la reproduction, l'adaptation au stress et tout le métabolisme en fait, de notre organisme. Et donc, ces perturbateurs endocriniens, quand on les rencontre dans notre quotidien, on en parlera aussi un petit peu plus tard, ils vont venir perturber le bon fonctionnement de ce système hormonal. Donc, de trois manières différentes, ils peuvent avoir un effet mimétique, donc imiter en fait l'action d'une hormone naturelle et du coup entraîner une réponse comme si c'était une hormone naturelle. Ils peuvent avoir un effet bloquant en empêchant l'hormone de se fixer à son récepteur et entraver en fait la transmission du signal hormonal. Ou alors, ils peuvent avoir aussi un effet perturbateur en perturbant soit la production, soit la dégradation, soit la régulation ou même le transport des hormones ou de leurs récepteurs. Donc là, une petite slide sur WECF, qui est donc une association, j'en reparlerai tout à l'heure, qui propose des petits visuels sur les perturbateurs endocriniens. Donc les impacts sur la santé de ces perturbateurs endocriniens, déjà sur la reproduction, avec une baisse de la fertilité, des problèmes de puberté précoce, des malformations génitales. Un impact aussi au niveau du métabolisme, donc ça joue au niveau de l'obésité, du diabète, de l'hypertension. Ça a un impact au niveau des cancers hormonodépendants, notamment sein, testicules, prostate aussi chez l'homme. Ça joue au niveau des troubles comportementaux, donc ça peut avoir un impact au niveau hyperactivité et troubles du comportement de manière générale. Et on a des périodes par rapport auxquelles on est plus vulnérable face à ces substances. C'est la grossesse, les nourrissons et les jeunes enfants, donc la fameuse période des 1000 jours, hein, grossesse et 2 premières années de vie à peu près, et la période de l'adolescence.
Donc, les perturbateurs endocriniens, ils ont un mécanisme de fonctionnement qui est assez complexe. On n'est pas sur un modèle de toxicologie classique où la dose fait le poison. Là, on est face à des substances qui peuvent agir à très faible dose, parfois sans seuil, donc sans minimum. C'est pas en dessous de telle dose, il n'y a pas de souci. Non, on peut avoir des réponses même à des doses extrêmement faibles. On a une relation dose-réponse qui est non monotone. Une forte dose peut avoir moins d'effet qu'une faible dose. Donc là aussi, c'est parfois un petit peu compliqué de comprendre ça, parce qu'on n'est vraiment pas sur ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de rencontrer dans notre vie, hein. Par exemple, le bisphénol A n'a pas une réponse linéaire. C'est pas plus j'ai du bisphénol, plus je rencontre du bisphénol A et plus ça a d'effet sur mon corps. Ça peut être l'inverse. Moins j'en rencontre et plus l'effet est fort. Donc voilà, on est vraiment sur un modèle de toxicologie assez nouveau. On parle aussi de fenêtre d'exposition, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La sensibilité face aux perturbateurs endocriniens, elle est plus importante à certains moments clés de la vie que sont la grossesse, la petite enfance et la puberté. Et on a aussi cette question d'effet cocktail, où l'action synergique de plusieurs substances peut avoir des conséquences plus importantes que l'action de chaque substance seule. Et on sait bien qu'on est entouré de grand nombre de substances chimiques dans notre quotidien. Et donc, ces substances peuvent avoir des effets délétères en étant combinées entre elles. Donc on continue, on fait le lien de plus en plus entre santé et environnement, avec notamment un constat assez alarmant d'augmentation de certaines maladies chroniques, avec par exemple des allergies, beaucoup d'asthme, de plus en plus de personnes asthmatiques, des problèmes cardiovasculaires, des cancers qui augmentent, le phénomène de puberté précoce qu'on rencontre aussi de plus en plus, l'hyperactivité au niveau des enfants, des gros problèmes de fertilité. Donc, autant de maladies qui restent récentes, en tout cas, qui augmentent fortement depuis quelques années, quelques dizaines d'années à peine. Et selon l'OMS, 25 à 33% des maladies dans le monde seraient dues à des facteurs environnementaux. Quelques chiffres un petit peu plus précis. Par exemple, au niveau des cancers, entre 1990 et 2018, on a une augmentation de 77% du nombre de cancers en France, ce qui est une forte augmentation. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par le Centre international de recherche sur le cancer en février 2021. On sait qu'il y a deux cancers qui sont vraiment dominants et qui sont hormonodépendants, donc liés quand même a priori à aux perturbateurs endocriniens qu'on rencontre dans notre environnement. C'est celui du sein pour la femme et de la prostate chez l'homme. On a aussi une forte augmentation des cancers de l'enfant, donc qui ont augmenté de 14% entre 2003 et 2019. C'est les chiffres de la CNAM. Et on a un enfant sur 440 qui fait un cancer avant l'âge de 15 ans, dont 30% de leucémie. Ce sont les chiffres de Santé publique France. Alors, on ne dit pas que tout est lié évidemment aux perturbateurs endocriniens, mais on arrive aujourd'hui de plus en plus à mettre en corrélation certaines pollutions environnementales avec l'augmentation ou l'émergence de certaines pathologies, dont ces cancers. Et donc, les perturbateurs endocriniens en font partie. On a aussi les malformations congénitales, avec notamment les malformations de la sphère génitale chez le petit garçon qui explosent depuis quelques années, avec des cryptorchidis ou des hypospadias qu'on rencontre de plus en plus. On a aussi cette question d'obésité, hein. On parle d'épidémie aujourd'hui d'obésité. C'est le 5e facteur de mortalité dans le monde. Et de plus en plus, on sait que ce n'est pas uniquement lié à ce qu'on mange, ou à ce qu'on fait du sport. Évidemment, ça participe, ça contribue fortement, mais pas uniquement. On a aussi une grande question face aux perturbateurs endocriniens qui posent problème dans le métabolisme, dans notre métabolisme, et qui donc peuvent générer aussi des soucis d'obésité. Donc, on a aussi des grosses questions autour de l'infertilité, hein, puisque au niveau de l'homme, on a perdu 50% de spermatozoïdes en l'espace de 30 ans, et les spermatozoïdes qui restent ont une baisse de leur mobilité et plus de malformations. Et au niveau de la femme, on a de plus en plus de troubles du cycle, des endométrioses, mieux dépistées, mais pas uniquement, et aussi le syndrome des ovaires polykystiques qui explose.
Alors, donc, une fois que le constat est posé, on sait qu'il faut se protéger des perturbateurs endocriniens. Et là, ça devient assez compliqué. Il faut savoir déjà où est-ce qu'on les retrouve dans notre quotidien. Et malheureusement, on est exposé quotidiennement à la pollution environnementale. On respire, on boit, on mange des substances chimiques tout le temps, de par l'air intérieur, l'air de nos logements, l'air de notre lieu de travail, de notre lieu de garde quand on est enfant, l'air extérieur aussi, par le mobilier, les matériaux qui relarguent en fait un certain nombre de substances qui entrent dans leur, soit dans leur composition, soit dans leur mode de fabrication, par les produits cosmétiques, la nourriture, les objets en plastique. Les produits ménagers aussi qu'on utilise, on est vraiment entouré de substances chimiques. Donc, une petite diapo qui nous est proposée par l'ADEME et qui vous montre en fait toutes les sources de pollution de l'air intérieur, l'air extérieur aussi sur la droite, mais enfin là vous voyez surtout toutes les sources de pollution de l'air intérieur, donc ça concerne un petit peu finalement tout ce qu'on a autour de nous dans nos logements. Et donc, parmi toutes ces sources de pollution, certaines contiennent des perturbateurs endocriniens. Alors, plus précisément, où est-ce qu'on pourrait les trouver? On les trouve dans les produits et emballages alimentaires, dans les ustensiles de cuisine. Donc, par exemple, certains conservateurs sont aujourd'hui perturbateurs endocriniens, certains antioxydants aussi, les résidus de pesticides. Donc, les pesticides, c'est quand même les premiers perturbateurs endocriniens de notre quotidien. Les phtalates dans les emballages, les ustensiles de cuisine. Les phtalates, ça sert c'est un additif du plastique en fait. Le BPA, le fameux bisphénol A qu'on trouve dans les plastiques rigides. Donc les fameux plastiques polycarbonates. Parfois on voit PC ou 0,7 polycarbonate. Ceux-là contiennent ou contenaient du BPA, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il est interdit dans les plastiques à destination de l'alimentation ou des bébés. Les composés perfluorés aussi, donc les fameux polluants éternels. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qu'on retrouve dans les poêles antiadhésives. En fait, dans tous les revêtements antiadhésifs, on retrouve ces fameux composés perfluorés. Qu'on retrouve aussi dans l'habillement, dans tout ce qui va être un peu bottes de pluie, ciré pour la pluie. On a ces fameux perfluorés et vous en avez peut-être entendu parler récemment puisqu'on les trouve aussi dans les pailles. Par exemple, on a remplacé les fameuses pailles en plastique par des pailles en papier ou en carton qui contiennent ces perfluorés puisque ça permet de les rendre imperméables en fait et d'avoir une durée de vie un peu plus importante. Malheureusement, ça a des impacts sur la santé. Ce sont des perturbateurs endocriniens et ça joue aussi un rôle dans la pollution environnementale très problématique puisqu'ils ne se dégradent pas facilement dans l'environnement. On trouve aussi des perturbateurs endocriniens malheureusement dans les jeux et dans les jouets pour enfants, puisqu'il n'y a pas vraiment de réglementation, en tout cas elle est largement insuffisante sur les jeux et les jouets. Et notamment dans tout ce qui va être en plastique et en plastique souple. On trouve aussi des perturbateurs endocriniens, donc je vous dis, dans les produits d'hygiène et les produits d'entretien, avec certains conservateurs ou certains filtres UV, anti-UV, pardon, qu'on retrouve donc dans les produits solaires, mais aussi dans le vernis à ongles. On a d'autres produits cosmétiques qui en contiennent aussi. Dans les parfums, on en retrouve. Donc voilà, c'est un petit peu partout, ça fait partie du quotidien. Alors, on peut quand même essayer de s'en prémunir au maximum avec quelques petites recommandations de base, on va dire, sur notre quotidien, principalement sur notre logement. Donc déjà, pour faire le ménage, il y a des choses qu'on peut faire pour limiter notre exposition à ces perturbateurs endocriniens et même plus généralement aux substances chimiques. Donc déjà faire le choix de produits d'entretien ou de lessive avec un label environnemental. Donc là, je vous ai donné les labels qu'on peut retrouver sur le site de l'ADEME. Donc c'est pas moi qui les sors de mon chapeau, hein. On les retrouve sur le site de l'ADEME, qui sont donc des labels les plus fiables. Éviter aussi les produits avec des pictogrammes de danger. Donc en général, on n'a pas besoin de produits aussi nocifs, aussi puissants pour faire le ménage à la maison ou même dans les lieux de garde des enfants. Limiter les produits qui sont parfumés, parce que malheureusement, les produits parfumés sont très souvent allergisants.
Ils contiennent en fait des allergènes de parfum et ils sont responsables de grand nombre de crises d'asthme ou de réactions cutanées aussi qu'on peut avoir de plus en plus chez les enfants et chez les personnes qui font l'entretien, qui font le ménage. On peut aussi éviter les produits qui contiennent les conservateurs allergisants que j'ai notés là. Donc, c'est un peu des mots barbares, mais méthylisothiazolinone et méthylchloroisothiazolinone. Donc là, on est sur deux conservateurs qui sont reconnus aujourd'hui comme étant fortement allergisants, qu'on a massivement utilisés dans les produits cosmétiques il y a 15-20 ans, un peu pour remplacer les parabènes qui avaient mauvaise presse. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui étaient allergiques à ces conservateurs. Et donc aujourd'hui, ils sont interdits dans les produits cosmétiques non rincés. En revanche, on les retrouve encore beaucoup dans les lessives, dans les produits d'entretien, de manière générale, tout ce qui va être bombes en spray pour désodorisants, par exemple, ou pour laver les sols, ou même dans les liquides vaisselle, on les retrouve beaucoup et ils créent des réactions allergiques cutanées et respiratoires. Donc, même si c'est un petit peu barbare, si vous pouvez les retenir, en général, ils se retiennent assez facilement et ils sont notés sur les étiquettes des produits. Et puis, tout simplement, on peut aussi s'orienter vers des produits ménagers simples et écologiques, comme le savon noir, le vinaigre d'alcool, hein, le fameux vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium, ou faire le ménage à la microfibre avec des nettoyeurs vapeur dans le but d'utiliser le moins de produits possible. Dans la salle de bain, donc concernant les produits cosmétiques qui sont aussi une source d'exposition aux perturbateurs endocriniens, on peut encore une fois faire le choix de labels, avec donc les labels qui s'affichent à l'écran, qui sont les plus fiables pour éviter ces fameuses substances. Encore une fois, éviter les produits parfumés, hein, qui sont allergisants ici aussi. Encore plus pour une femme enceinte ou un jeune parent, homme ou femme d'ailleurs, ou toute personne qui s'occuperait d'un bébé, éviter au maximum les produits trop fortement parfumés. Limiter le nombre de produits au minimum nécessaire. En général, on a trop de produits par rapport à ce qui serait réellement nécessaire. Encore une fois, si je dois faire un zoom sur les bébés, on n'a pas besoin d'avoir 15 produits pour prendre soin de son enfant. Un savon sur glace saponifié à froid euh, pour le laver de la tête aux pieds, éventuellement un liniment pour le change et pourquoi pas choisir une huile végétale pour l'hydratation de la peau, pour nourrir sa peau si elle a la peau un petit peu sèche, mais on n'a pas besoin d'autre chose que de ça. On n'a pas besoin de shampoing pour un bébé, on n'a pas besoin d'eau nettoyante, on n'a pas besoin de lingettes. Voilà, vraiment aller au strict minimum nécessaire. Et en plus, ça permet d'éviter l'effet cumulatif des substances qui peuvent aussi être problématiques. Alors, la grande question des couches, donc là, ça pose problème parce que les couches aujourd'hui ne sont pas réglementées. Donc, il n'y a pas de réglementation particulière autour des couches. Et en général, on trouve beaucoup de plastique et beaucoup de substances indésirables dans les couches quand on fait des analyses dessus. Donc, c'est difficile de faire un choix éclairé sur les couches, mais il y a quelques indications aussi qu'on peut respecter. Déjà, prendre des couches sans parfum et sans lotion. Donc, pas besoin d'être imbibé de lotion ou de parfum. Chercher la mention aussi TCF qui dit qu'en fait, il n'y a pas du tout de chlore qui a été utilisé dans la couche. S'orienter vers les labels environnementaux. Alors là, certains sont plus durs à trouver que d'autres, mais par exemple, l'écolabel européen, qui pour moi manque un peu de sérieux sur les produits d'entretien et les produits cosmétiques. Mais en revanche, en ce qui concerne les couches, quand on trouve cet écolabel, pardon, c'est déjà un gage de qualité et d'investissement, en tout cas de la part du fabricant. Et un autre qu'on retrouve aujourd'hui assez facilement, c'est le Nordic Ecolabel, le fameux signe blanc. Donc ces deux labels sont assez exigeants sur les couches et évitent du coup un certain nombre de substances toxiques qu'on n'a pas envie de rencontrer. Et pourquoi pas passer aux couches lavables si on a envie d'essayer.
Dans la chambre de bébé, il y a quelques gestes aussi pour avoir un environnement le plus sain possible. Et ça commence par l'aération. Donc, ça ne concerne pas que la chambre, pardon. Ça concerne toute la maison, hein. Mais aérer 1 à 2 fois par jour, même en hiver, ça permet de renouveler l'air. Donc en hiver, c'est très rapide. On n'a pas besoin d'aérer pendant 1 heure. On peut aérer 5 minutes. Ça suffit largement pour une chambre. On n'a même pas besoin de couper le chauffage en fait pour 5 minutes puisque ça permet simplement de renouveler l'air intérieur parce que dehors il fait très froid, dedans il fait très chaud. Donc l'air va se renouveler très rapidement sans refroidir les murs. Donc 5 minutes, ça suffit à renouveler l'air. Donc on peut le faire très facilement. Privilégier les meubles en bois brut non traités, puisqu'on sait que le mobilier neuf et le mobilier en aggloméré relarguent en fait des substances qui ont été utilisées au cours de leur fabrication, comme des colles par exemple ou des solvants. Donc, si on peut choisir des meubles en bois brut, c'est mieux. Sinon, au moins, il faudrait déballer le mobilier neuf, le laisser s'aérer plusieurs jours avant de l'utiliser, donc dans une autre pièce qui ne sert pas ou qui est bien ventilée. Pourquoi pas aussi choisir des meubles de seconde main, comme ça, ils ont déjà relargué tout ce qu'ils avaient à relarguer. Privilégier les vêtements de seconde main et les textiles de seconde main et les laver quand ils sont neufs et éventuellement aussi chercher les labels Ecotex qu'on trouve de plus en plus facilement pour tous les textiles à destination des bébés. Même en grande surface, on trouve ce label de plus en plus. Ou alors le label GOTS qui est le label du coton biologique. Euh, mais en tout cas, voilà, le seconde main, vraiment pour les vêtements et les textiles, c'est facile. Aujourd'hui, on a plein de possibilités pour trouver ça. Donc, on peut s'orienter vers ces solutions-là. Limiter les jouets en plastique. Alors là, je sais que ça peut être très, très compliqué. J'ai 4 enfants à la maison. Je sais à quel point on est envahi par les jouets en plastique. Mais en tout cas, si on peut essayer de ne pas avoir que ça et préférer les matériaux naturels ou les faire jouer dehors, j'en sais rien, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, limiter vraiment le plastique qui est vraiment une forte source de pollution quand même pour nos enfants. Et surtout pour un bébé qui met beaucoup de choses à la bouche, essayer plutôt de s'orienter vers des jouets d'éveil en bois ou en textile, en fait, en coton, en laine. Il y a plein de possibilités aussi. Même l'inox, pourquoi pas, il y a des jouets en inox aujourd'hui. Mais en tout cas, préférer des matériaux stables et naturels plutôt que du plastique. Et enfin, dans la cuisine, pour manger, donc privilégier les aliments biologiques, bruts, locaux et de saison. Donc là aussi, il n'y a pas que moi qui le dis. Aujourd'hui, on a quand même des recommandations officielles pour proposer plus d'alimentation biologique pour les femmes enceintes et les bébés, pour limiter en fait leur exposition aux pesticides, puisqu'on a beaucoup de traces de pesticides, de résidus de pesticides dans l'alimentation. Euh, et ces pesticides, donc je vous l'avais dit, sont des perturbateurs endocriniens pour la plus grande majorité d'entre eux. Euh, Privilégier les aliments bruts aussi pour ne pas aller vers tout ce qui est transformé, ultra transformé, qui questionne grandement aujourd'hui au niveau des conséquences pour la santé. Et le local et de saison, ça permet en fait d'éviter les traitements pour préserver, enfin pour conserver en fait des aliments qui viennent soit de loin, soit qui ne sont pas de saison. Donc voilà, d'aller vraiment vers quelque chose le plus simple possible. Et quand on ne peut pas acheter des fruits et des légumes biologiques, les rincer, les éplucher, c'est le minimum, sachant que la cuisson ne tue pas les pesticides puisqu'on est sur des substances chimiques, donc ça ne va pas malheureusement, ça ne les retire pas, hein, ça reste dans le fruit ou le légume. Éviter les fameux aliments ultra transformés qui en fait contiennent des additifs controversés dont certains sont des perturbateurs endocriniens soupçonnés, voire avérés, même si en général, dès qu'ils passent au stade de perturbateurs endocriniens avérés, ils disparaissent un petit peu au niveau réglementaire, mais enfin parfois ça met un petit peu de temps. Et puis, cuisiner maison au maximum, ça permet aussi d'éviter ces fameux aliments ultra transformés. Et puis, alors, il n'y a pas que le contenu de l'assiette, hein, il y a aussi le contenant. Donc, éviter les contenants et ustensiles en plastique
encore une fois, le plastique questionne, il relargue des additifs qu'il contient dans la nourriture, surtout s'il est chauffé ou en contact avec des aliments gras ou acides. Éviter les revêtements antiadhésifs, puisqu'il y a ces fameux composés perfluorés qui sont contenus dans ces revêtements antiadhésifs. Et préférer le verre, l'inox, la porcelaine, la céramique, le bois, tout ce qui est stable en fait et qui du coup ne relargue rien. Alors, pour avoir plus d'informations ou pour pouvoir renvoyer en fait un patient ou une patiente vers des informations faciles d'accès, on vous a proposé quelques liens avec donc notamment WECF, qui est une association, une ONG en fait d'information grand public sur les questions de santé environnementale, donc vraiment pour protéger sa santé. Donc WECF propose des ateliers qui s'appellent les ateliers nesting, qui sont vraiment dédiés à l'accueil d'un bébé, comment offrir un environnement le plus sain possible à son bébé. Et des ateliers qui s'appellent aussi Ma maison, ma santé. Et là, on est plutôt sur des ateliers thématiques autour des produits d'entretien, des produits cosmétiques ou de l'alimentation, pour aller aussi vers des solutions saines et écologiques au maximum. Et on peut trouver en téléchargement gratuit sur leur site des guides et des fiches. Donc, celles que vous voyez là en photo, par exemple, ce sont les fiches de WECF qui sont avec beaucoup de dessins. Elles sont vraiment pensées pour être faciles à lire et faciles à comprendre, même par exemple pour des publics qui ne lisent pas très bien ou qui ne parlent pas français. Il y a aussi l'ASEF, qui est une autre association à destination, d'information à destination des pros de santé et du grand public, qui a aussi des fiches et des plaquettes avec des mini-guides et des guides plus complets qui sont à destination donc aussi bien du grand public que des guides qui sont plus complexes et qui sont à destination des professionnels de santé pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Il y a aussi Santé publique France qui a lancé le site des 1000 premiers jours. Donc là, on trouve beaucoup d'informations de façon très très large sur la grossesse et le jeune enfant, comment l'accueillir, dans quel environnement. Et il y a aussi toutes ces questions pour se protéger des perturbateurs endocriniens. Donc c'est un site qui est assez interactif. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, mais en tout cas, il est assez agréable. On peut naviguer facilement dedans. Et il y a une application mobile qui a été lancée par l'ASEF avec l'URPS des médecins libéraux et Sage-Femme PACA, la Bulle 1000 jours, ça s'appelle. Donc là aussi, on est sur une application qui permet d'avoir accès à un certain nombre d'informations sur comment offrir un environnement sain à son bébé. Et enfin, pour conseiller et orienter les patients, on peut aussi, les patients et les patientes, on peut aussi avoir donc ces fameux dossiers de l'ASEF qui sont à l'usage des médecins libéraux. Donc là, vous avez beaucoup d'informations. C'est en téléchargement possible sur le site. Je vous ai mis le lien. Donc, si vous avez vraiment envie d'en savoir un petit peu plus, vous pouvez vous retourner vers ces associations-là. Voilà, Virginie, je ne sais pas si j'ai tenu Si, le si, temps que... impeccable, hein, dans les temps. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes. On va pouvoir passer maintenant à tout ce qui est questions-réponses. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le faire, n'hésitez pas, vous pouvez toujours le faire sur l'onglet discussion. On l'aura en temps réel dans le fil de conversation. Alors, j'ai une première question. Comment un professionnel de santé peut-il aborder cette question des perturbateurs endocriniens? Alors, je sais que vous avez en général assez peu de temps pour aborder cette thématique-là. Donc, soit c'est une question qui vient d'un patient ou d'une patiente, et comme c'est quand même un sujet qui commence à prendre de l'ampleur et dont on parle de plus en plus, même dans les médias ou même, enfin, par plein de biais différents, en fait, il est possible que la question vous arrive. Mais si jamais la question ne vous arrive pas en direct, vous pouvez aborder cette question-là justement dans le cadre d'une grossesse en orientant en fait la patiente
ou même aussi le futur papa, parce qu'il n'y a pas que la maman qui est concernée, vers soit des ateliers qui existent, soit vers de la documentation facile que vous pouvez donc trouver, comme je vous ai indiqué, sur les différents liens là, qui sont dans le... Alors, je ne sais pas d'ailleurs ces liens, en fait, Virginie, peut-être on pourra les redonner, parce que là, on ne peut pas cliquer dessus. Non, alors peut-être on peut les remettre quand tu auras le replay sur la chaîne YouTube. Il y a une Oui. partie commentaire, on peut peut-être les coller à cet endroit-là, D'accord, ok. sous Bon, en le tout visuel du replay. d'accord. Sinon, sur les sites de WCF ou de l'ASEF, par Mm. exemple, on a des informations, donc on peut renvoyer les patients et les patientes vers ces sites-là ou vers le site de Santé publique France aussi. Merci. Donc une deuxième question, quelles bonnes habitudes à prendre concernant tous ces perturbateurs endocriniens? Bon, on a eu déjà pas mal d'infos. Oui, quelles bonnes habitudes à prendre. Aérer déjà, aérer. S'il faut retenir un point, c'est vraiment celui-là, parce que dans l'air qu'on respire, enfin, on respire beaucoup, on peut pas, on sait pas ce qu'on respire, hein, on respire Mm. ce qu'il y a et on le voit pas. C'est vraiment une pollution invisible, peut-être encore plus invisible que ce qu'on mange ou que ce qu'on se met sur la peau où il y a un geste concret. Donc aérer, ça permet quand même de limiter déjà une grosse partie des polluants qu'on rencontre dans notre quotidien. Puis c'est vrai que ça, c'est facile à faire, on peut le faire tous les Oui. jours, tout le monde peut le faire, c'est pas cher. C'est Donc pas cher, ça voilà, coûte rien. c'est vrai que c'est une habitude facile à prendre et c'est quelque chose de facile à mettre en place. Ben, justement, comment ne pas tomber dans une psychose par rapport à tout ce qu'on a entendu? Parce qu'on Alors, peut je sais être que ça... de plus ou moins bons élèves, on va dire, donc c'est vrai qu'on peut se dire finalement, je fais pas ce qu'il faut. Alors, c'est sûr que c'est très compliqué. En plus, là, on a assez peu de temps pour aborder tout ça. Donc, Mm. c'est un sujet qui est très angoissant. Euh, il faut relativiser tout ça en se disant que chaque geste compte, chaque action qui nous permet en fait de nous protéger face à ces substances aura un impact bénéfique sur la santé. Donc, pour ne pas tomber dans la psychose, reprendre le pouvoir d'agir, je pense. Le fait de se dire j'agis là où je peux. Et déjà, ça, c'est positif pour moi, pour mon bébé, pour mes enfants, peu importe. Mais du coup, voilà, se dire que reprendre un peu de pouvoir d'action, c'est souvent, ça permet de ne pas tomber dans l'angoisse. Et c'est vrai que voilà, agir là où je peux et une chose après l'autre, parce qu'on va pas tout révolutionner dans notre quotidien du jour au lendemain. Mais déjà, c'est bien de pouvoir prendre conscience de certaines choses. Et puis de voilà, déjà que l'aération, ou peut-être un peu moins de plastique, ça, c'est pas très compliqué. Faire un peu plus la cuisine maison, comme on disait, c'est des choses qui peuvent se mettre en place quand même assez facilement. Oui, en général. Euh, mais on disait quelles astuces pas chères justement pour limiter l'impact. Bon, ben il y a toutes celles-là. Et qu'est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter? Bah, dans les astuces pas chères, oui, enfin, bon, donc il y a vraiment des choses déjà qui coûtent rien, et puis donc comme l'aération par exemple, et puis il y a aussi ce qui nous permet de faire des économies, donc diminuer le nombre de produits d'entretien, parce qu'on sait que alors, nous, on travaille beaucoup sur la question de l'entretien avec l'Agence Environnement et Santé, et on sait que voilà, malheureusement, on utilise trop de produits et beaucoup plus que ce qui est réellement nécessaire pour faire le ménage à la maison. On n'a pas besoin d'avoir 15 produits différents. Avec deux ou trois produits, on fait tout. Ça permet de limiter les coûts, parce qu'on est quand même sur des Mm. produits qui coûtent très cher. Sur les produits cosmétiques aussi, même si on fait le choix d'avoir des labels, par exemple, qui en général vont faire que le produit coûte un peu plus cher, si déjà on divise par deux ce qu'on a dans notre salle de bain, on va faire des grosses économies. Et puis il y a le seconde main. Et là, je pense vraiment que pour tout ce qui est mobilier et textile, vêtements pour enfants, le seconde main, bah, ça coûte moins cher et C'est vraiment on sûr. peut, enfin, c'est positif aussi puisque du coup, on a moins de substances chimiques sur du seconde main. Je Attention comprends. avec les jouets, par contre, le seconde main pour les jouets, il faut que ça soit des jouets récents pour que ça. Enfin, ou des jouets récents et de qualité pour que ça vaille le coup, parce que sinon, on peut avoir des questions au niveau de la réglementation des jouets qui, Mm. par contre, en termes de sécurité, évoluent. Aussi, par contre, pardon, sur les produits chimiques, il n'y a pas vraiment de réglementation.
C'est encore trop léger, mais par contre, sur les règles de sécurité, les normes de sécurité pour les jouets, ça évolue, donc il faut faire attention avec le seconde main. Bon, bien, merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ou sinon, on va pouvoir clôturer. Non, c'est bon. Bon, ben, on va pouvoir clôturer donc ce webinaire. Merci à tous d'y avoir assisté. Comme je vous le disais à la présentation, vous le retrouverez sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn avec l'ensemble des webinaires santé que nous avons déjà réalisés sur différentes thématiques, que ce soit le tabac, le dépistage des cancers, l'activité physique, le diabète, et j'en passe. Sachez qu'à la fin de ce webinaire, quand vous aurez fermé, vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction. Donc merci de le compléter et de nous le retourner ça nous permet de savoir voilà, ce que vous en pensez, si vous avez des améliorations à apporter, si vous avez des thèmes de futurs webinaires prévention à proposer. Et sachez qu'il y aura au mois de novembre un webinaire sur la santé bucco-dentaire pour les adolescents et un autre webinaire sur tout ce qui est maternité, mais plutôt axé aux droits avec la CAF, la PMI et les infirmières libérales. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt. Merci. Au revoir.